Vendredi 2 juin 2023, bienvenue dans la grande édition de la 7, dont voici les titres. Notre rédaction jette un regard sur l'exécution du projet d'identification biométrique annoncé par le gouvernement depuis un certain moment et qui est finalement confirmé à suivre dans ce journal. Et bonne nouvelle pour les abonnés de Canal+ pour ce mois de juin. La société médiatique, à travers son concept festival de cadeaux, veut offrir de nouveaux lots par tirage au sort à ses fidèles abonnés, vous le verrez. À l'international, en Centrafrique, le référendum constitutionnel annoncé par Touadéra, le président centrafricain en début de semaine, ne fait pas l'assentiment de tous au sein du pays. Les réactions dans quelques instants. Et puis autre décision ne faisant pas l'unanimité, c'est au Zimbabwe cette fois-ci. Le pays a récemment adopté une loi dite patriotique, loi criminalisant toute atteinte à la souveraineté et à l'intérêt national. Une nouvelle disposition qualifiée de terrible et floue selon les partis de l'opposition et des ONG du pays. Voici pour le menu de ce soir. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Politique à l'amorce de ce journal. L'État et les collectivités locales se partagent les compétences dans le domaine de la santé et de l'éducation. Un décret pris en Conseil des ministres ce 1er juin fixe les limites et les extensions de la compétence de l'un et de l'autre. Le point de Kofi Kligué. Faire des communes du Togo des acteurs clés du développement local, c'est l'objectif de l'exécutif togolais. Un objectif ouvertement affiché au cours du Conseil des ministres du 1er juin. Un décret est pris pour clarifier les compétences de l'État et celles des communes dans les domaines de la santé et de l'éducation. Selon le gouvernement, il s'agit de responsabiliser peu à peu les collectivités territoriales dans l'exercice des compétences à elles dévolues par les textes portant décentralisation en terre togolaise. Dans le domaine de la santé et de l'hygiène publique, le décret indique que c'est du ressort de l'État d'élaborer la politique nationale de santé, de réglementer et de surveiller les établissements de santé. Ce qui revient à la commune, c'est la mise en place des actions de prévention et de promotion de santé et d'hygiène et aussi œuvrer à l'accès à tous aux soins primaires dans les communes. En ce qui concerne l'éducation, c'est l'État qui définit et suit la mise en œuvre de la politique nationale de l'éducation et apporte un soutien technique à l'élaboration et à l'exécution des projets d'établissement scolaire. La mission qui incombe par contre aux communes est celle d'identifier les lieux d'implantation des écoles et des centres de formation professionnelle. Ce décret s'appliquera graduellement en tenant compte des capacités des collectivités territoriales. Société à présent, l'exécution du projet d'identification biométrique annoncé par le gouvernement depuis un certain moment est finalement confirmé. Le projet sera conduit par 2 sociétés françaises, note rendue publique hier par les autorités. Nadej Arija pour les détails. Adopter des alternatives fondées sur les technologies avancées, chose qu'a prévu le gouvernement togolais pour la protection sociale de sa population, va pouvoir enfin s'accomplir. L'exécution du projet MAIR, projet national d'identification biométrique des personnes physiques, l'une des principales initiatives d'ailleurs de la feuille de route 2025, a été confiée ce jeudi aux structures Idemia et Atos, toutes 2 entreprises françaises renommées dans la transformation digitale. Habilitées à conduire ce projet, celles-ci seront amenées à développer précisément des méthodes de reconnaissance des empreintes digitales de l'iris et du visage. Il faut rappeler que le même projet avait déjà fait objet d'édification par le chef de l'État à l'occasion de son intervention en avril dernier. Une autre chose qui le rend complet et qu'au-delà de tous ces aspects positifs, il va instaurer dans le pays une filiale d'Atos, l'une des 2 entreprises sollicitées. Grâce à cette dernière, de nouvelles compétences seront formées également sur le plan national. À terme, les travaux à effectuer vont consister en la création d'un portail citoyen et d'un système biométrique central. Naturellement, ils fourniront des réponses en cybersécurité et des kits d'enrôlement. Un système de personnalisation pour les nouvelles cartes d'identité fera également partie des résultats. Bonne nouvelle pour les abonnés de Canal+. Pour ce mois de juin, la société médiatique, à travers son concept festival de cadeaux, veut offrir de nouveaux lots par tirage au sort à ses fidèles abonnés. De quoi s'agit-il concrètement? Élément de réponse dans ce reportage.
Canal+ veut fidéliser ses abonnés au cours de ce mois de juin. Et ceci à travers son nouveau concept dénommé Festival de cadeaux. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi à la direction générale de Canal+ Togo. En effet, il s'agit de plusieurs lots, à l'instar des motos, des télévisions écrans plasma, des décodeurs, des réabonnements tout canal et bien d'autres qui seront offerts par tirage au sort aux abonnés qui sont fidèles au programme de Canal+. Alors, effectivement, le mois de juin représente le festival de cadeaux pour Canal+. Alors, Canal+ présente plusieurs cadeaux à ses abonnés en termes de programmation, en termes d'offres et en termes de lots également à faire gagner à nos abonnés. Alors, le tirage, il suffit tout simplement d'être actif au cours du mois de juin et le tirage se fera semaine par semaine. Donc, si je prends la première semaine du mois de juin et que tu es actif pendant cette première semaine, lors du tirage, si tu es l'heureux gagnant, tu vas gagner le lot réservé pour toi. Alors, les lots à gagner, nous avons des télés, nous avons des abonnements à faire gagner à nos abonnés et les super lots restent les motos, les abonnements de plusieurs mois à faire gagner à nos abonnés. Pour rendre ce festival encore plus mémorable, Canal+ offre, en dehors des cadeaux, une promotion exceptionnelle en ramenant le décodeur HD à 1000 francs et en offrant 15 jours à tout Canal+ à chaque réabonnement. Pour ce mois de juin, comme vous avez dû le voir, nous avons une offre qui leur est destinée. Et donc, pour récompenser leur fidélité, pour tout acte de réabonnement à la même formule, ils ont 15 jours de bonus qui sont offerts à notre bouquet Tout Canal+. Et cela, c'est jusqu'au 30 juin pour nos abonnés actifs. Et donc, nous avons lancé cette offre pour récompenser leur fidélité et pour faire de telle sorte qu'ils profitent du festival de programme. Le décodeur est à 1000 francs dès la formule évasion. Et donc, c'est la condition de la formule à laquelle il faut souscrire pour pouvoir avoir ce décodeur-là à ce prix préférentiel. Parce qu'en hors promo, ce décodeur a un autre prix. Et donc le but, c'est de rendre le décodeur encore plus accessible à nos abonnés et de leur permettre de bénéficier du meilleur de la télé. Pour rappel, Canal+ offre également à ses abonnés pour ce mois de juin le festival de sport avec toutes les grandes finales, dont la finale de la Champions League, le festival des séries, le divertissement et de grands spectacles avec le film The Woman King prévu pour le mois de juillet. Le Togo veut poursuivre ses actions à l'endroit des personnes en situation de handicap, notamment en mettant en place des dispositions pour une insertion professionnelle des diplômés en situation de handicap et sans emploi. Le sujet a été évoqué au Conseil des ministres. Promis Komegbe nous fait le point. Comme l'on a pu le constater en mars dernier, dans le cadre de la présentation du premier rapport du Togo au titre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le pays entreprend depuis un moment plusieurs actions en vue de mieux accompagner les personnes en situation de handicap. Dans la perspective de poursuivre ces actions, le pays veut œuvrer à l'amélioration de la situation des diplômés vivant avec handicap et sans emploi, ces derniers n'étant en aucun cas des citoyens de second rang. S'inscrivant dans la vision d'une inclusion totale de l'ensemble des Togolais, ceci a fait l'objet d'une communication au récent Conseil des ministres où il était question de présenter la situation des personnes en situation de handicap au Togo, mais également des pistes de solutions pour améliorer leur situation professionnelle. Plusieurs facteurs entravent l'émancipation des personnes en situation de handicap au Togo. Ayant un champ d'action déjà limité, il urge de prendre des dispositions pour les former et les outiller, leur donnant des compétences employables, mais également créer des conditions qui favorisent et encouragent leur employabilité. L'information est confirmée par la police nationale. La direction centrale de la police judiciaire des CPJ a mis la main sur un jeune homme. Dodi Kossi Elikplim alias Boubou Perita est déposé à la prison civile ce jeudi. Arrêté le 26 mai dernier et gardé en garde à vue, il a finalement rejoint le cachot en attendant son jugement. Il est accusé de porter atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs. Connu sous le nom de Bobo Perita sur les réseaux sociaux, Djoti Kossi Elikplim est déposé le jeudi à la prison civile. Il est accusé d'outrage public à la pudeur et aux bonnes mœurs.
L'information a été rendue publique par la police nationale sur sa page Facebook dans un communiqué. Et selon les faits que relate la police nationale, Bobo Perita a publié il y a quelques jours une vidéo dans laquelle, coiffé d'une perruque de femme, il expose publiquement sa nudité et impose la vue de ses attributs sexuels qu'il secoue de manière suggestive. Sur ce dernier attentat à la pudeur, la police nationale a procédé à son arrestation par son bras de la direction centrale de la police judiciaire le 26 mai dernier. Placé en garde à vue, il a fait l'objet d'une procédure judiciaire ayant conduit à son dépôt à la prison. Dans le communiqué, la police nationale a rappelé que Bobo Perita, auto-surnommé Madame Kossi dans cette dernière vidéo, a été interpellé, conseillé et mis en garde plusieurs fois sur ses comportements choquant la pudeur et la morale. Malgré cela, il a continué à choquer la morale publique et à défier les institutions avec des images et des vidéos obscènes contre nature avec les individus de son sexe. Selon le code pénal togolais, en son article 393, Djoti Kossi Elikplim, alias Bobo Perita, risque 1 à 3 ans d'emprisonnement et une amende d'1 à 3 millions de francs CFA à son jugement. Sujet agriculture à présent, dans le reportage qui suit, nous posons un regard comparatif sur l'utilisation des engrais chimiques et ceux biologiques, des substances qui ne sont pas sans répercussion sur les humains ou l'environnement et dont le choix peut conditionner la qualité des produits et donc la sécurité alimentaire. Alors que les discussions sont tournées vers une autosuffisance des pays de la sous-région en matière de production d'engrais ainsi que vers l'amélioration à leur accès, un autre sujet inquiétant tapis dans l'ombre. Les États devront-ils se retourner vers les engrais chimiques ou ceux biologiques? En effet, pour relever le défi de l'insécurité alimentaire et accroître les rendements agricoles, le Togo s'est réfugié dans l'utilisation des engrais chimiques. Des substances dont l'utilisation n'est pas sans répercussions néfastes. Quoique ces substances apportent des éléments nutritifs aux plantes, elles représentent également un grand danger tant pour l'environnement, la biodiversité et la santé humaine. Elles appauvrissent le sol en les privant de leur vie microbienne et de leur fertilité, provoquent des maladies et intoxications chez les humains tout comme chez les animaux. Au-delà de tout ceci, les engrais chimiques contribuent à la pollution de l'environnement et donc de l'eau et de l'air, également en plus de compromettre la qualité des récoltes. A contrario, les engrais biologiques semblent beaucoup moins néfastes, maintiennent et développent la fertilité du sol à long terme, nourrissent convenablement les plantes et évitent leur combustion parce que très pauvres en produits chimiques. Tout ceci s'avère non négligeable dans le choix du type d'engrais pour l'atteinte d'une meilleure production agricole et d'une sécurité alimentaire durable. Hors de chez nous, alors que de violents heurts ont éclaté entre les partisans de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko et la police suite à sa condamnation à 2 ans d'emprisonnement ferme, le gouvernement sénégalais soutient que la justice a accompli son devoir. Une déclaration du porte-parole du dit gouvernement. Les détails. 9 personnes ont été tuées jeudi au Sénégal dans les violences qui ont éclaté après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko. Face à la situation, les autorités ont confirmé avoir restreint l'accès aux réseaux sociaux et pour le gouvernement, la justice a fait son travail. Un homme politique s'est vu après devant la justice à cause d'une dame qui l'accuse d'un certain nombre de choses. La justice a fait son travail. Que n'a-t-on entendu depuis tous ces jours? C'est des menaces, c'est des invectives, c'est des intimidations. Le rôle de l'exécutif, c'est de veiller à ce que toutes les institutions fonctionnent. On nous avait dit qu'il n'y aurait pas de justice, que les gens ne reconnaissent pas la justice sénégalaise. Elle a fait son travail, naturellement, en toute indépendance, en toute transparence. Candidat à la présidentielle, Ousmane Sonko est plus que jamais menacé d'inéligibilité. Les autorités ont confirmé qu'il peut être arrêté à tout moment, ce qui pourrait créer de nouveaux troubles. Il n'y a pas aussi de projet insurrectionnel parce que le Sénégal aussi a quelque chose qui est aussi spécifique en Afrique. C'est que le Sénégal a un État fort, qui fonctionne, qui sait faire face, un État debout. Et tout projet insurrectionnel se heurte à la robustesse de cette infrastructure étatique. Donc ici, nous sommes une démocratie dans laquelle les appels à l'insurrection n'ont aucune chance de prospérer.
Un autre facteur de tension est le flou entretenu par le président Macky Sall sur son intention de briguer ou non un troisième mandat en 2024. Et pendant ce temps, le référendum constitutionnel annoncé par Touadéra, le président centrafricain, en début de semaine, ne fait pas l'unanimité au sein du pays. Cette décision serait une manœuvre selon l'opposition politique pour briguer un troisième mandat. Les réactions. Le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, a proposé en début de semaine un référendum le 30 juillet prochain pour l'instauration d'une nouvelle constitution. Un choix politique critiqué dans son pays et au-delà de ses frontières. Élu en 2016 puis réélu en 2020 en pleine crise sécuritaire, son dernier mandat selon l'actuelle constitution s'achève en 2025. La constitution de ce pays est bien claire. Le président Touadéra a fait ses quinquennats, premier quinquennat, c'est avec la même constitution qu'il a brigué le mandat. Il a fait ses preuves, il est arrivé à ses limites à la fin de ce mandat. Normalement, il devait laisser la constitution du pays comme ça et laisser la place à quelqu'un d'autre pour venir continuer la gestion du pays à sa place. Je ne vois pas l'importance d'aller changer et modifier la constitution de ce pays. Pour cet autre centrafricain, le président Touadéra veut à coup sûr se tailler une constitution à sa mesure et pourtant, confie-t-il, la loi fondamentale doit avoir un caractère impersonnel. Par définition, la constitution, comme toutes les normes du droit positif, ont un caractère général et impersonnel. On ne rédige pas ou bien on ne vote pas une constitution par rapport à un individu. La constitution a un caractère général et impersonnel. Ce n'est pas voté pour le président Touadéra. Mais maintenant, s'il décide de se présenter aux élections, ça c'est une affaire personnelle. En septembre 2022, la Cour constitutionnelle avait annulé un décret mettant en place un comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. De la Centrafrique, venons-en à la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale ont renforcé leurs liens de coopération censés accélérer la dynamique vers les idéaux de justice et de paix. Une volonté concrétisée par la signature d'un protocole ce jeudi à Kinshasa. Retour en images sur l'événement. C'est en présence du président Félix Tshisekedi qu'un accord de coopération dans la lutte contre les crimes de guerre a été signé à Kinshasa entre la RDC et la Cour pénale internationale. En déplacement dans le pays, le procureur de la CPI, Karim Khan, s'est notamment rendu dans l'est de la RDC en proie aux violences de groupes armés. Le président a répété et montré qu'il était ouvert à des solutions innovantes. L'accord que nous avons signé aujourd'hui est la première étape de ce processus et nous devons maintenant nous assurer que nous ne nous contentons pas de parler, mais que nous agissons. Karim Khan a rappelé que la CPI se penchait depuis près de 20 ans sur les crimes commis dans des régions comme l'Ituri ou le Sud Kivu. De son côté, Félix Tshisekedi a évoqué les liens entre son pays et la Cour pénale internationale. Cet engagement renouvelé traduit notre volonté de renforcer la coopération avec votre bureau, que nous entrevoyons surtout dans le cadre d'une coopération active et dynamique, tournée vers des idéaux de justice et de paix, aujourd'hui menés par mon pays. Il y a quelques jours, le gouvernement congolais a officiellement déposé plainte à la CPI pour les crimes commis dans le cadre du conflit avec les rebelles du M23. Autre décision ne faisant pas l'unanimité, c'est au Zimbabwe cette fois-ci. Le pays a récemment adopté une loi dite patriotique, une loi criminalisant toute atteinte à la souveraineté et à l'intérêt national. Une nouvelle disposition qualifiée de terrible et floue selon des partis de l'opposition et des ONG du pays. C'est un texte controversé que le Zimbabwe vient d'adopter. Une loi qualifiée de patriotique par le gouvernement et qui criminalise toute atteinte à la souveraineté et à l'intérêt national. Au même moment, les autorités ont fixé la date des élections présidentielles et législatives au 23 août. L'opposition et les ONG dénoncent ce texte et craignent des dérives liberticides. Ce qu'ils considèrent comme criminel, c'est toute opinion contraire au parti ZANU-PF et à Mnangagwa lui-même, qui est candidat à la présidence de la ZANU-PF. Et cela se produit à la veille d'une élection. Ce qui montre sans aucun doute que ce parti ne met en place aucune réforme, contrairement à ce qu'il affirme, notamment à la communauté internationale.
Adopté à une majorité écrasante de députés du parti au pouvoir, le texte doit encore passer devant le Sénat avant d'être promulgué par le président Emmerson Mnangagwa. Mais selon l'opposition, il n'y aura pas de suspense. Ils veulent être perçus comme des partisans de la ligne dure et veulent donc cette loi pour essayer d'effrayer l'électorat et l'opposition. En utilisant cette mauvaise loi qui arrive à la veille d'une élection. En février, le gouvernement avait déjà adopté une loi controversée sur les ONG qui désormais sont strictement contrôlées et risquent des sanctions sévères allant jusqu'à la prison. Culture à présent pour mettre un terme à cette édition. Dans le reportage qui suit, nous faisons un focus sur les vestiges historiques du Niger. Aujourd'hui, on passe d'être totalement oubliés. Des villages, des murailles, des sites jalousement gardés par des régions reculées ou plus ou moins désertiques du pays. Des générations de voyageurs ont rêvé devant les ruines des forts du Djado, situés à plus de 1300 km de Niamey, au nord-est du Niger. Ces Kassara sont des villages fortifiés bâtis en pierre salière, dont les vestiges ornent les oasis du Kawara. Chercheurs et touristes ont déserté depuis 20 ans cette région troublée qui jouxte les frontières de la Libye et du Tchad à cause de l'insécurité. Abdulkader Dodo Maman est le secrétaire général de la commune de Chirfa. Il déplore l'absence des touristes. Ce qui manque vraiment aujourd'hui, c'est le tourisme, vraiment. Et du coup, vraiment la commune ne profite pas de cet endroit, vu vraiment l'insécurité qui est là. 300 km plus au sud, un autre joyau du patrimoine régional repose dans les creux d'une mer de dunes. L'oasis de Fachi est célèbre pour sa forteresse et sa vieille ville, aux murs quasi intacts. Le muezzin de la localité en est l'ultime habitant. Ce fort-là a été construit, je ne saurais vous dire avec exactitude quand même la date, mais on peut estimer ça au-delà de 200 ans quand même. Et ça avait bien dans le temps avec la razzia. Donc c'était des Touaregs, tantôt bien des Arabes qui viennent faire la razzia au niveau du village. Donc les gens n'avaient pas autre solution, ils n'avaient pas d'issue. À Dirkou, où se trouvent les ruines d'une autre ancienne ville, c'est Ajimar Dataer, ancien député, qui fait autorité sur l'histoire du patrimoine local. Et d'après lui, les Turcs en sont les premiers bâtisseurs. L'histoire dit que le Kassar du Djado a été construit par les Kurdes, par les Turcs. C'est l'œuvre de la Turquie. Et après, avant c'était les Sao, après les Turcs. Maintenant, en troisième position, les Kanouris. Les Kanouris auraient ensuite érigé leur propre fortification à Dirkou, Bilma et Fachi, les principales oasis de la région. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur la télé des 7 merveilles.